Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Lucille Ball sur Séance Radio par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Je voudrais vous parler aujourd'hui de Lucille Ball, l'une des personnalités les plus étonnantes d'Hollywood, à la fois grâce à ses films et parce qu'elle a su utiliser comme tremplin une honorable carrière d'actrice du cinéma, on l'appelait la reine des séries B, pour connaître un immense succès comme comédienne et productrice de télévision. Tous ceux qui, comme moi, passaient trop de temps devant la télévision lorsqu'ils étaient adolescents se souviennent de ce logo, Daisy Lou, qui apparaissait avant le générique de nombreuses séries comme Les Incorruptibles, Manix, Star Trek ou Mission Impossible. À l'époque, nous étions insouciants et bien peu nombreux à savoir que Daisy Lou était la contraction de Daisy Arnaz et Lucille Ball, deux producteurs qui étaient mari et femme à la ville et qui avaient la réputation de changer la pellicule en or, en tout cas lorsqu'elle était destinée au petit écran. Souvenir, mais nous n'en sommes pas encore là. L'histoire de Lucille Ball commence même une bonne cinquantaine d'années plus tôt. Et oui, Lucille Ball, elle était née à Jamestown, dans l'État de New York en 1911, et elle avait perdu son père d'origine écossaise à l'âge de 3 ans. Sa mère se remaria et déménagea vers l'ouest, héritant au passage d'une nouvelle belle-mère qui ne cessait de moquer la petite Lucille pour ses pieds trop grands, ses dents trop crochues et sa voix trop puissante. Finalement, Lucille fut confiée à ses grands-parents maternels et retourna à Jamestown, et c'est là que son grand-père prit l'habitude de l'emmener au théâtre pour voir les truculents vaudeville shows ou au cinéma, naturellement muet, pour voir des comédies. De son côté, sa mère, excellente pianiste, avait communiqué à Lucille la passion de la musique. Puisque nous allons retrouver Lucille Ball à 18 ans, donc en 1929, voilà ce que cette jeune américaine écoutait à l'époque, la toute première version de Chantons sous la pluie, 23 ans avant le film de Stanley Donen et Gene Kelly. À 18 ans, Lucille est envoyée dans une école d'art dramatique de New York. C'est celle de Robert Minton et John Murray Anderson, avec $50 en poche et beaucoup d'espoir. Les professeurs de cette école, qui révéla Bette Davis, sont beaucoup moins convaincus par la rouquine Lucille Ball, l'un d'entre eux allant jusqu'à déclarer qu'elle n'a aucun avenir d'actrice. Elle quitte New York, mais elle y retourne 2 ans plus tard et occupe plusieurs emplois de mannequin, surtout pour les chapeaux et les fourrures, car elle était jugée trop maigre. Après un nouveau retour à Jamestown, qui lui permet de s'essayer avec succès sur la scène du théâtre local, elle revient une 3e fois à New York pour tenter sa chance à Broadway. Et là, elle pose un peu par hasard pour un peintre new-yorkais. Et le peintre vend son tableau à la marque de cigarettes Chesterfield et Lucille Ball se retrouve du jour au lendemain affichée dans tous les États-Unis. C'était le petit coup de pouce de la chance. L'agente Sylvia Hallo la signala Sylvia Hallo téléphona probablement à Samuel Goldwyn qui cherchait à compléter son équipe de Goldwyn Girls pour un spectaculaire film musical de Frank Tuttle avec Eddie Cantor, Roman Scandals. 3 jours plus tard, Lucille Ball prenait le chemin d'Hollywood et grâce au succès du film, sa carrière était sur orbite. Elle va enchaîner les rôles de chorus girl dans de grands films musicaux comme Moulin Rouge et Broadway Through a Keyhole. Rebaptisé en France Les Nuits de Broadway et dans lequel on retrouve les très chantants Russ Colombo et Constance Cummings. A boy and a girl were sweethearts. They both worked in a band, He played a violin. and she played the harp so grand. At night they worked in a nightclub. And in a movie house all day, And when they had some spare time, he'd smile at her and say, I love you, pizzicato. I love you obligato. Oh, tell me, pianissimo, that you care fortissimo. When our kiss is blendo, I
I feel so darn crescendo. I love you, Allegretto. Say you're not falsetto. Our wages are already cut. I hope that it's a steady cut. We'll pay a preacher in Connecticut, and I owe you. Our love is so trombonified. We feel so saxophonified. I'll keep you for myself here. We'll live in Philadelphia. We'll honeymoon in Cuba, where Yuba plays the tuba. The best man will be a drummer. The birds will sing all summer. Sweet, sweet, sweet. My heart beats tick-tock. Oh, let us marry Quickalo. We'll raise a drum and pipe and piccolo. I love you. Russ Colombo et Constance Cummings dans Les Nuits de Broadway, un film de Lowell Sherman, dans lequel apparaissait assez brièvement la jeune Lucille Ball. C'était en 1933, elle a 22 ans et c'est à elle qu'est consacré aujourd'hui le filmographe de Séance Radio. On retrouve tout de suite Antoine Cyr. Donc Lucille Ball, on la voit dans un minuscule rôle d'opératrice téléphonique dans La course de Broadway Bill, un film de Frank Capra de 1934. Ce film est, comme la plupart des films de Capra, produit par la Columbia, dont le patron Harry Cohn estime que Lucille Ball n'a aucun talent et la chasse de son studio. Mais elle est finalement recrutée par la RKO, qui lui confie notamment un petit rôle de fleuriste dans Top Hat, célèbre comédie musicale d'Irving Berlin, portée à l'écran par Mark Sandrich, avec Fred Astaire et Ginger Rogers. Le 4e des 10 films tournés par ce couple mythique entre 1933 et 1949. Les premières mesures de Top Hat, difficile de quitter Irving Berlin, l'orchestre en plus est placé sous la direction de Max Steiner. Léla, la mère de Ginger Rogers, qui a soutenu la carrière de sa fille, prend également Lucille d'affection et guide ses premiers pas. En 1937, donc Lucille fait partie des jeunes actrices qui jouent dans Pension d'artistes, un très beau film de Grégory Lacava consacré aux joies et aux peines d'un groupe d'aspirantes comédiennes. Sa prestation est quand même éclipsée par celle des 3 principales comédiennes du film, Katharine Hepburn, Ginger Rogers et Gail Patrick. Lucille Ball apparaît à nouveau aux côtés de Ginger Rogers dans Having a Wonderful Time, un film de Alfred Santel où elle joue un vrai second rôle, un rôle comique. Et d'ailleurs, on y retrouve à ses côtés Red Skelton, également assez drôle, à 25 ans, dans sa toute première apparition à l'écran. Puis elle va occuper le haut de l'affiche, cette fois-ci dans Ma femme en feu, Next Time I Marry, une comédie réalisée en 1938 par Garson Kanin, qui est surtout connu pour être l'un des meilleurs scénaristes d'Hollywood. Elle interprète une jeune femme qui doit composer avec les exigences de son milliardaire de père. Elle ne pourra hériter que si elle épouse un bon Américain. C'est le 2e film réalisé par Garson Kanin. On lui doit, entre autres, les scénarios de 6 films de George Cukor, dont Madame porte la culotte avec Spencer Tracy et Katharine Hepburn et Comment l'esprit vint aux femmes avec Judy Holliday. On lui doit aussi un très bon livre de souvenirs, n'est-ce pas, Hollywood années folles, paru en France en 1988 chez Ramsay Cinéma, et que l'on doit encore trouver ici ou là. Eh oui. Ouais. Garson Kanin, c'était un scénariste aux dents longues. Il avait du chien aussi, lui. Alors, autre film RKO de 1938, Go Chase Yourself, une plus obscure comédie d'Edward F. Klein de 1938, où Lucille Ball interprète l'épouse d'un modeste employé de banque dont la vie va être singulièrement compliquée par le gain d'une caravane dans une loterie. Edward F. Klein, qui avait beaucoup travaillé avec Buster Keaton dans les années 20. Donc voilà, on est en pleine période des comédies RKO de série B, elles sont réalisées en quelques jours, et donc Lucille Ball, on la voit en 1938, tournée aussi dans The Affairs of Annabelle de Benjamin Stoloff, et Annabelle Takes a Tour de Lou Landers, 2 films qui racontent les tribulations d'une actrice débutante et un peu naïve. Mais en 1938, il faut aussi signaler la participation de Lucille Ball à Panic à l'hôtel de William S. Zeiter, le seul film avec les Marx Brothers
qui n'ait pas été spécialement écrit pour eux. Et le seul film des Marx Brothers à la RKO. L'actrice avait accepté un rôle secondaire à la demande de Pandro S. Berman, le responsable de la production, avec qui elle avait à l'époque une liaison, mais en revanche, elle ne s'entendit pas bien avec Groucho Marx. Et pourtant, elle joue le rôle de son assistante et accessoirement de sa petite amie. Et là, tout en enchaînant les comédies, Lucille Ball va jouer un rôle dramatique dans une production à petit budget, mais qui est artistiquement beaucoup plus ambitieuse. C'est Five Came Back, un film de John Farrow, écrit par Dalton Trumbo, et mise en image par le célèbre chef opérateur Nicolas Musuraca. Un avion de ligne est pris dans une tempête et s'écrase dans une région des Andes où vivent les givaros coupeurs de tête. Le pilote pense qu'un redécollage est possible après réparation, mais uniquement avec une charge allégée, et donc plusieurs passagers vont devoir être abandonnés dans la jungle à la merci des givaros. Lucille Ball joue dans ce film une femme de mauvaise vie qui va révéler ses qualités humaines dans l'épreuve. Et son excellente performance va lui permettre d'être enfin considérée comme une véritable actrice. Et parmi les pauvres passagers, on reconnaît John Carradine, 33 ans, entre Le Chien des Baskerville avec Basil Rathbone et Les Raisins de la colère, évidemment, de John Ford. A goody-goody, just a baby in the woody. Love has got me worried and perplexed. Oh, yeah? Gosh, oh, gee, I want my mama. Goodness me, I need my mama. Maybe she could tell me what comes next. I'll tell you. My mother told me there'd be days like this when I wouldn't know what to do. She told me what not to do. She said some boy would take me in his arms and tell me, oh, what lies. But did mother realize the boy would be you? Or you? She means me. No, not you. Oh, Or me, you. me. It's a date, honey. Or you? What boat you off, buddy? My mother told me better count to 10. Then if that doesn't do the trick, start counting again. I counted up to 10 1,000 times, but I kissed him anyhow. Oh, mother, tell me, what do I do now? My mother told me there'd be days like this when the wind would begin to blow and I wouldn't know where to go. She said the night would be so cold and dark and I'd be all alone and every dream I own would blow away. My mother told me, baby, you keep warm. Keep your little self bundled up when you're caught in a storm. She told me just exactly what to do, but didn't tell me how. Oh, mother, mother. Lucille Ball qui chante Mother, What Do I Do Now, alors que des souffleries intempestives ont eu raison de sa pudeur sur la scène d'un étonnant théâtre dans Dance Girl, Dance, le film dont Antoine Cyr va nous parler maintenant. Et oui, en 1940, Lucille Ball joue donc dans Dance Girl Dance, une très originale comédie musicale que l'on pourrait qualifier de féministe, et qui est en tout cas signée de Dorothy Arzner, l'une des très rares réalisatrices d'Hollywood. Et donc aux côtés d'une toute jeune Maureen O'Hara, Elle avait à peine 20 ans. Lucille Ball s'en donne à cœur joie dans un rôle de fausse cynique, et elle est pleine d'entrain et délicieusement ridicule dans ses numéros musicaux. Il y a aussi Maria Ouspenskaya, 64 ans, que l'on venait de voir en adorable grand-mère de Charles Boyer dans Elle et lui de Léo McCarey. C'est sur le tournage de Dance Girl Dance que Lucille Ball aperçoit pour la première fois Desiderio Alberto Arnaz y de Hacha, plus connu sous le nom de Desi Arnaz,
et il était issu d'une famille riche, chassée par la révolution cubaine de 1933. Il avait réussi aux États-Unis comme chanteur du célèbre orchestre latino du Catalan de New York, Xavier Cugat. À propos de sa rencontre avec Desi Arnaz, Lucille Ball dira « Ce ne fut pas le coup de foudre immédiat, cela a pris au moins 5 minutes ». 1940 sera l'année de leur mariage et de la sortie de leur premier film en commun, Too Many Girls, et dans ce film musical romantique et bondissant, Lucille Ball, au mieux de sa forme, en jeune femme aussi jolie que malicieuse, interprète encore une jeune héritière dont le père est très attentif. Il a recruté à son insu 4 footballeurs pour lui servir de garde du corps. Et dans Too Many Girls, il y a aussi quelques chorus boys. On entreaperçoit pour la première fois à l'écran Van Johnson, le futur lieutenant indécis d'Ouragan sur le Ken. En 1942, Lucille Ball montre l'étendue de son registre en partageant l'affiche avec Henry Fonda dans La poupée brisée, The Big Street, un mélodrame très touchant d'Irving Rice tiré d'une histoire du célèbre écrivain new-yorkais Damon Runyon. Charles Laughton et Carole Lombard, d'abord pressentis, avaient refusé ces rôles. Alors, La poupée brisée raconte l'amour fou et à sens unique d'un pauvre jeune homme pour une chanteuse qui d'une part se retrouve paralysée, mais qui surtout est atteinte de paranoïa maladive. La poupée brisée est probablement le seul véritable rôle de femme fatale de Lucille Ball, et c'est bien dommage, parce qu'elle contribue avec Henry Fonda, à égalité avec lui, à la triste magie de ce beau film. La même année, Lucille Ball va s'essayer à un autre genre, le western, dans La vallée du soleil de George Marshall. En 1943, Lucille Ball quitte la RKO pour le plus prestigieux des studios, la MGM, où elle partage un bureau avec le célèbre comique du muet Buster Keaton et où elle débute en fanfare avec La Du Barry était une dame, une adaptation à l'écran de la formidable comédie musicale de Cole Porter, signée du réalisateur Roy Del Ruth et du producteur Arthur Freed. Elle y côtoie notamment un tout jeune Gene Kelly et puis l'orchestre légendaire de Tommy Dorsey. Elle y retrouve aussi Red Skelton dans le rôle de Louis XV et très rapidement Lana Turner dans le rôle de Lana Turner. Pourtant, le contrat avec la MGM ne tient pas ses promesses et Lucille Ball est assez vite renvoyée à des films secondaires, même si elle participe au fameux Ziegfeld Follies, film de 1946, réunissant plusieurs stars de la MGM, à commencer par Fred Astaire et Judy Garland. Remarquée grâce à La Du Barry était une dame, tournée en Technicolor, la splendide chevelure rousse de Lucille Ball va devenir un élément important de sa personnalité et on va la surnommer The Queen of the Redheads. C'est pour la Fox et pour United Artists qu'elle va jouer dans 2 de ses films les plus fameux, 2 films noirs auxquels elle contribue à donner une touche de légèreté sans nuire à l'intrigue. En 1946, dans L'Impasse tragique d'Henry Hathaway, elle est la secrétaire dévouée, persévérante et amoureuse qui va permettre au détective privé interprété par Max Stevens d'échapper à la machination diabolique ourdie par un collectionneur de tableaux interprété par l'excellent Clifton Webb. Elle joue ce rôle avec un mélange d'autorité et de malice, de simplicité et de sex-appeal qui en fait, selon les critères de l'époque, une sorte de métaphore de la femme américaine idéale. En 1947, elle joue dans Des filles disparaissent de Douglas Sirk, qui est un remake de Piège, un film réalisé avant-guerre par Robert Siodmak pendant sa période française. Elle reprend dans ce film le rôle de Marie Déa, celui d'une jeune femme qui va servir d'appât pour aider la police à démasquer un tueur en série qui recrute ses victimes féminines par les petites annonces. Et alors, curieusement, le scénario de Des filles disparaissent est signé Léo Rosten, scénariste et romancier polonais, auteur de Faits comme un rat, le polar qui inspira L'Impasse tragique dont on parlait juste avant.
Musique du film de Douglas Sirk avec Lucille Ball, Des filles disparaissent, également interprétée par notre camarade George Sanders, ne l'oublions pas. Elle est signée Michel Michelet, qui, comme son nom l'indique, était ukrainien. Eh bien. Et oui. Il est mort à Los Angeles à 101 ans, après avoir composé la musique d'une soixantaine de films, dont Le journal d'une femme de chambre de Jean Renoir, L'homme de Tour Eiffel avec Charlton et même Le tigre du Bengale de Fritz Lang. Vous écoutez le filmographe sur Séance Radio et on retrouve tout de suite Antoine Cyr, toujours en compagnie de Lucille Ball. En 1948 va débuter le processus qui va transformer la reine des séries B, Lucille Ball, en une impératrice de la télévision. Elle décroche le premier rôle dans un sitcom radiophonique de CBS qui est intitulé My Favorite Husband, mon mari préféré, où elle donne la réplique à Richard Denning. It's time for My Favorite Husband, starring Lucille Ball. Hello, everybody. Yes, it's the new gay family series starring Lucille Ball with Richard Denning. Brought to you by the Jell-O family of desserts. J-E-L-L. Oh, the big red letters stand for the Jell-O family. Oh, the big red letters stand for the Jell-O family. That's Jell-O. Yum, yum, yum. Jell-O puddings. Yum, yum, yum. Jell-O tapioca puddings. Yes, sirree. Ce feuilleton, sponsorisé par la General Foods, va courir jusqu'en 1951 sur 124 épisodes et va captiver l'Amérique tout en contribuant à faire insensiblement passer Lucille Ball des rôles de chanteuse pétillante à ceux d'américaine moyenne malicieuse. En 1950, CBS lance l'idée d'en tirer un pilote pour la télévision. Lucille Ball voudrait que Desi Arnaz forme avec elle le couple vedette, mais CBS pense que le public n'acceptera jamais l'idée d'un ménage composé d'une femme typiquement américaine et d'un Cubain. Lucille et Desi, qui viennent de créer leur propre société Desilou en 1948, décident de prendre à leur charge la création d'un pilote réalisé avec l'aide de Karl Freund, le célèbre opérateur de Murnau, qui avait été aussi le réalisateur de La Momie avec Maurice Karloff. Le pilote, donc, est présenté le 3 septembre 1951 à des sponsors potentiels et un grand fabricant de cigarettes, différent de celui pour lequel Lucille Ball avait posé dans sa jeunesse, se laisse convaincre. Une semaine plus tard, le premier épisode de la nouvelle série est tourné, la sitcom est née, et I Love Lucy durera 6 ans. Et regardez aujourd'hui, franchement, chaque épisode demeure aussi désopilant qu'à l'époque de sa sortie. Le premier épisode de la saison 2, celui où Lucy et une collègue s'initient à leur nouveau métier sur une chaîne d'emballage de chocolat, a quelque chose de littéralement chaplinesque. Et pourtant, c'était pas facile dans la prude Amérique des années 50 de réaliser une série télévisée aussi déjantée racontant la vie d'un couple. Par exemple, l'usage du mot « pregnant », c'est-à-dire enceinte, était interdit à la télévision, ce qui conduisit Desilou, pour finalement éviter tout risque, à soumettre les scripts de chaque épisode à la validation d'un curé, d'un pasteur et d'un rabbin. The Lucy Show, starring Lucille Ball, co-starring Vivian Vance. Le générique de I Love Lucy, la série de télé qui allait faire de Lucille Ball une véritable star de la télévision américaine, mais, car il y a un mais. Mais oui, voilà, Lucy, c'est Lucille Ball, c'est I Love Lucy, mais Desi Arnaz, son mari, le Desi de Desilou, boit beaucoup, n'est pas très fidèle, et la vie privée de Lucille Ball est loin d'être aussi insouciante que celle de Lucy et Ricky, le couple d'Américains modèles qu'ils incarnent à l'écran. Ce couple va divorcer en 1960, mais Lucille Ball transporte son rôle dans de nouvelles séries et surtout Desilou, la maison de production, toujours présidée par Lucille Ball, est florissante. Après s'être installée, ironie de l'histoire, en 1957 dans les anciens bureaux de la RKO qui vient d'être liquidée, Desilou va lancer dans les années 60 plusieurs séries fondatrices de la télévision moderne, dont Mission Impossible, Star Trek et Les Incorruptibles.
Le thème des Incorruptibles, signé Nelson Riddle. Après la création de Desilu, Lucille Ball continuera périodiquement d'apparaître sur le grand écran. En 1949, dans La vie facile de Jacques Tourneur, elle va jouer la secrétaire d'un club de football qui soutient dans les épreuves l'homme dont elle est amoureux, interprété par Victor Mature. C'est probablement l'un des rôles les plus engagés de Lucille Ball dans un film qui, d'une certaine manière, dénonce la dureté de la course au succès dans la société américaine. Il faut noter d'ailleurs que Lucille Ball, qui avait brièvement adhéré au Parti communiste en 1936, suivant ça un peu les idées de son grand-père, ce gentil grand-père qui l'emmenait au théâtre, eh bien Lucille Ball eut donc, à cause de cette adhésion en 1936, à s'expliquer devant le célèbre comité des activités anti-américaines, mais elle ne fut pas mise sur la liste noire. Just breezing along with the breeze, Breezing along, trailing the trail, trailing the trail, roaming the sea. trailing and a roaming, like the birds that sing in the tree. Tweet, tweet, tweet. Pleasing to live, oh, living to please. The sky is the only roof I have over my head. And when I'm weary, Mother Nature makes me a bed. In the trailer, We're just going along as we please, breezing along with the breeze. C'est le filmographe qui continue sur Séance Radio. Vous venez d'entendre Lucille Ball et Désir Arnaz dans une chanson extraite du film dont Antoine Cyr va nous parler maintenant. Et oui, parce que dans les années 50 et 60, Lucille Ball apparaît encore périodiquement au cinéma, parallèlement à ses activités à la télévision et au théâtre. En 1953, elle tourne donc avec son mari Désir Arnaz dans La roulotte du plaisir, un film de Vincente Minnelli consacré aux tribulations d'un couple qui décide de traverser pendant 1 an les États-Unis en traînant une immense caravane derrière leur voiture. Et donc, dans la mesure où il est un prétexte à montrer sur grand écran un couple qui ressemble étrangement à celui d'I Love Lucy, c'est probablement La roulotte du plaisir, le premier film de l'histoire que l'on puisse considérer comme le sous-produit d'une sitcom. D'ailleurs, la bande-annonce originale de La roulotte du plaisir précise bien qu'on y retrouve le couple de I Love Lucy. Lucille Ball et Désir Arnaz joueront à nouveau des époux dans Forever Darling, un film d'Alexander Hall dans lequel James Mason joue le rôle d'un ange protecteur. Les 2 films furent produits par Desilu et distribués par la MGM. En 1960, Lucille Ball partage l'affiche avec Bob Hope dans une bonne comédie réalisée par Melvin Frank, Voulez-vous pêcher avec moi? The Fact of Life en anglais. Pour lequel la grande Edith Head recevra l'Oscar du meilleur costume, son 6e et avant-dernier Oscar. Et en 1968, elle retrouve Henry Fonda dans Les tiens, les miens, le nôtre, une comédie de Melvin Chavelson racontant l'histoire d'une famille recomposée totalisant rien moins que 18 enfants. Et adaptée d'une histoire vraie. Autre histoire vraie, en tout cas c'est Jane Fonda qui le dit, son papa Henry Fonda était très amoureux de Lucille Ball et s'est beaucoup rapproché d'elle pendant le tournage de ce film. Même en 1974 est une comédie musicale dans laquelle Lucille Ball joue une femme excentrique brusquement chargée d'élever le fils de son frère décédé, et ce sera son dernier film. Et c'est un film qui aurait dû être réalisé par George Cukor, mais qui finalement a été confié à Gene Saks, qui avait mis en scène le spectacle à Broadway et qui en plus était marié à Bea Arthur, la partenaire de Lucille Ball. Donc Lucille Ball continue à apparaître périodiquement à la télévision jusqu'à sa mort en 1989 d'un accident cardiovasculaire. Aujourd'hui encore, sa célébrité aux États-Unis est immense en tant que vedette de télévision, mais il serait dommage de ne pas s'intéresser également à sa filmographie beaucoup plus riche qu'on ne le croit parfois. Et oui, plus de 90 films tout de même. Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.